Donc l'énergie, c'est chaleur, électricité, carburant, ça sert à la mobilité, aux biens, à l'industrie, etc. C'est donc une problématique assez transversale. On a parlé aussi des bâtiments, on n'a pas parlé des transports parce qu'il y a un atelier mobilité. Je vais résumer un petit peu ce qui a été dit et faire une synthèse avec 3 points. Négawatt, qui n'est pas mégawatt mais négawatt, avec un N, propose 3 types d'objectifs par rapport à l'énergie. C'est la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. L'idée, c'est de diminuer son impact par une sobriété, ça permettrait de diminuer de 20% les besoins. Ensuite, diminuer encore environ 40% par l'efficacité. On l'a vu, on l'a entendu hier, l'efficacité n'est pas suffisante parce qu'avec l'effet rebond, ça augmente l'utilisation, donc il faut aussi la sobriété. Et le solde incompressible de l'énergie dont on a besoin serait à mettre sur le compte des énergies renouvelables uniquement. Et puis donc on a regardé par rapport à ces trois objectifs, quelles étaient les mesures possibles à faire au niveau politique. Et je vais aller directement justement aux mesures sans passer par toutes les discussions qui ont été faites. Je vais commencer par les énergies renouvelables. Donc là, on a essentiellement parlé de l'éolien et du solaire, donc photovoltaïque et solaire thermique, avec une proposition concrète d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie 2050 pour qu'elle soit effective en 2030. C'est possible pour le solaire parce que c'est déjà possible aujourd'hui avec ce qu'on fait. On arrive déjà à atteindre cet objectif pour 2050, mais il est tout à fait possible de l'atteindre pour 2030. C'est-à-dire qu'il faut faire 3 fois plus que ce qu'on fait maintenant, mais c'est possible. Ça coûterait 90 millions. Et si on augmente la taxe sur l'électricité, ça coûterait 6 francs par ménage par année de plus. Donc ce n'est pas un énorme investissement individuel pour arriver à quelque chose qui soit plus effectif. Donc ce n'est pas seulement avoir une stratégie plus ambitieuse, mais aussi l'accélérer. Au niveau de l'éolien, le problème principal, c'est actuellement les procédures de recours. Il y a 18 projets qui sont bloqués par ces procédures. Et là, l'idée, c'était de voir quels sont les moyens pour ça. Raccourcir les procédures ou enlever des échelons, c'est un peu difficile au niveau démocratique. Par contre, voir s'il y a des possibilités d'accélérer ces procédures, etc., ou en sensibilisant. Mais là, disons, les leviers d'action politique sont un petit peu plus difficiles. On a vu aussi dans les présentations que la combinaison entre le solaire et l'éolien est particulièrement rentable, vu qu'ils sont complémentaires dans le moment où on les utilise et dans les régions où on les utilise. Là où il n'y a pas de soleil, en général, il y a du vent. Et puis les moments où il n'y a pas de soleil, il y a du vent, etc. Donc c'est quelque chose qui pourrait être complémentaire et qui pourrait éviter justement un trop grand stockage de l'énergie. Parce que c'est souvent ce problème qui est évoqué par rapport au solaire, c'est que le stockage, c'est des piles, c'est des combustibles, il y a le recyclage. Mais si on combine les deux, on arrive à avoir une énergie qui est plus ou moins constante. Dans les propositions, alors après c'est clair que si on est dans les énergies renouvelables pures, il y a l'arrêt des centrales nucléaires, donc remettre ça aussi sur la table. D'autres idées ont été évoquées qui semblent intéressantes, c'est par rapport à l'électricité, c'est qu'il y ait une électricité tarif de base par défaut qui soit électricité verte ou bleue ou avec des ressources naturelles et que ce soit ça l'électricité fournie par défaut, et si on veut de l'électricité fournie par d'autres moyens, ce soit plus cher et ce soit sur demande. Par rapport aux panneaux solaires, il y a eu l'idée, mais là aussi difficile à mettre en œuvre, de rapatrier la production des panneaux solaires plus proche de chez nous. En Suisse, on l'a vu, c'est pas possible parce que le marché n'est pas suffisamment grand. Mais il y avait l'idée en Europe, etc. Mais là, on a peu d'éléments. Mais c'est une discussion
qui a eu lieu, former aussi le personnel en Suisse pour la pose des panneaux solaires, parce qu'actuellement, c'est beaucoup des personnes qui viennent de l'étranger de manière saisonnière pour faire ce travail-là. D'augmenter la taxe CO2 de manière régulière et planifiée, pour inciter l'industrie aussi à changer ses pratiques. Et encore par rapport aux énergies renouvelables, il y aurait la valorisation du bois, par exemple pour la production de chaleur. Ensuite, au niveau des mesures par rapport à l'efficacité, donc réduire la consommation notamment des appareils et des voitures, etc. Une des propositions, c'était d'interdire l'obsolescence programmée par rapport aux appareils. Il y avait également, dans la rénovation du bâti, d'avoir des incitations fédérales dans cette rénovation pour arriver à un objectif zéro CO2 en 2040. Donc ça, c'est une proposition qui a été pas mal sollicitée aussi. Également dans le domaine du bâtiment, de la construction, de modifier la loi sur l'aménagement du territoire pour favoriser la densité. Actuellement, apparemment, les instruments qu'on a d'aménagement du territoire sont des instruments quantitatifs qui donnent un certain nombre, qui limitent aussi la construction par rapport au territoire, etc., par rapport au terrain, mais d'avoir des instruments plus qualitatifs qui soient faits par rapport à une densité. Les instruments qui ont été faits étaient à une époque où la question de la densification n'était pas encore à l'ordre du jour comme aujourd'hui. Au niveau cantonal, il y a l'encouragement de l'introduction du MOPEC qui a été fait en 2014. Le MOPEC est un modèle de participation énergétique des constructions. Donc, c'est un modèle qui devrait être introduit petit à petit dans les lois cantonales. Donc là aussi, peut-être d'essayer au niveau cantonal d'encourager cette introduction plus rapidement. Et puis, il y avait aussi l'idée d'éviter des délires high-tech, donc de rester dans le low-tech, donc d'avoir des technologies simples et de ne pas vouloir toujours, pour répondre à un problème, d'imaginer une nouvelle technologie qui s'ajoute et qui finalement est gourmande en énergie également, mais de revenir à des solutions plus simples. Il y a eu un exemple par rapport à l'eau, qui avait des légionnels, au lieu d'avoir un système qui permet de filtrer, etc. Ils ont simplement mis 2 conduites, une pour l'eau chaude, une pour l'eau froide et un mitigeur à la fin, et ça a réduit le problème, alors qu'il y aurait eu une solution beaucoup plus technique, beaucoup plus gourmande en énergie que l'industrie proposait, mais finalement c'est de revenir peut-être à des solutions plus simples, mais qui marchent tout autant. Enfin, pour la question de la sobriété, qui est plus quelque chose au niveau individuel, il peut y avoir des incitations aussi par rapport à ça. Là, on a parlé d'un impôt progressif sur l'utilisation des biens communs étant par exemple des mètres carrés, l'eau, l'électricité, que chacun ait en fait un tarif normal droit à tant de mètres carrés, à tant d'eau, à tant d'électricité, et plus on consomme, plus ça coûte cher. Alors qu'actuellement, pour certaines industries, plus ils consomment, moins ça coûte cher. Et d'inverser finalement le système. Il y a aussi des campagnes d'information. On parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel, etc. Des campagnes d'information, notamment sur les 5 R de Zero Waste, donc renoncer, réduire, réutiliser, réparer, recycler. Et quelles sont les mesures vraiment concrètes que chacun peut faire. Et puis, on revient aussi dans la sobriété à des solutions low-tech, donc des chauffages à bois, des isolations avec des matériaux qui coûtent moins cher aussi, comme la paille, etc. Des solutions manuelles plutôt qu'électriques. On pense peut-être la brosse à dents. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une brosse à dents électrique? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les stores électriques? Et puis ensuite, on va au fitness pour aller faire un peu d'exercice. Est-ce qu'on a besoin d'une machine à glaçons pour son frigo, etc. Peut-être réduire aussi les besoins à ce qui est nécessaire et pas forcément aux choses superflues. Voilà, j'en ai terminé pour le feedback.
frustration d'hier de ne pas pouvoir être partout sur tous les ateliers. Pour une question de cohérence, c'est vachement difficile, je trouve, de discuter de low-tech et discuter de solaire photovoltaïque en même temps. On a d'un côté un des moyens de production électrique les moins low-tech du monde, les plus complexes en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes de complexité industrielle. Et j'ai l'impression qu'on a envie de faire avec le renouvelable comme on a fait maintenant. C'est-à-dire on a un gros centre de production électrique et on distribue. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas démonter ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de promouvoir vraiment l'électricité qui est produite là où elle est consommée? Si on prend de l'éolien et du solaire, globalement, si on regarde l'Allemagne ou l'Espagne, elles ont dû créer la même quantité, le même nombre de mégawatts en gaz qu'elles ont créé en solaire et en éolien. Et on ne va pas l'éviter. On n'aura pas une météo qui sera super sympa. Il ne fera pas beau quand il n'y aura pas de vent, il ne fera pas de vent quand il n'y aura pas de soleil tout le temps. Et si on rajoute une grosse pile, on est juste foutu. On fait l'électricité la plus chère qu'on n'aura jamais fait. Donc on arrive dans un schéma où on va être condamné à faire des subsides pour pouvoir vendre ce truc super cher et super technologique. Et donc le stockage et le transport, ça peut être 30% de perte. Alors que produire sur le toit d'une maison, là où c'est consommé, on n'a pas de transport. On peut avoir du stockage extrêmement faible, parce que globalement, on n'a pas besoin de stocker, je ne sais pas combien, de gigawatts, comme on voit certains projets en Angleterre où ils font des batteries qui ont 4 fois la taille de ce bâtiment. Est-ce que c'est pas un axe politique de pousser la microproduction à essayer de démonter cette grille, cette grosse machine qu'on avait jusqu'à maintenant, de voir... Mais je crois que dans le solaire, de toute façon, la tendance aujourd'hui, c'est une installation décentralisée. Vraiment, je m'excuse, je crois qu'il faut qu'on avance. Merci pour ta contribution. Oui. En parlant des panneaux solaires aussi, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas d'intégrer les toitures végétalisées, parce que ça permet à la fois de répondre à des problématiques de bien-être urbain, de biodiversité et de solaire, et on peut très bien les combiner. Et souvent, on oublie ça dans la construction. Merci. Ouais, j'avais juste pas bien compris les critères quantitatifs et qualitatifs sur l'usage du territoire. C'est quoi les critères qualitatifs? Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je vais essayer de me dire. La personne qui a dit ça n'est pas là, mais je crois que les règles, par rapport au nombre de mètres carrés de surface, on a le droit de bâtir jusqu'à temps, mais on ne peut pas aller plus loin. Il y a certains critères, disons, qui vont à l'encontre de la densification actuellement. Et ce serait d'avoir de nouveaux critères qualitatifs, mais on n'a pas eu le temps dans l'atelier d'aller plus loin et d'expliquer quels étaient ces critères qualitatifs, mais plus liés à la qualité de vie par rapport au bâtiment. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre plus. Je crois que la Oui, est-ce que c'est pas justement ce qu'a dit Jasmine avant, c'est que les quartiers durables, ils peuvent occuper le sol 20% de plus. Parce qu'ils sont durables, donc ils peuvent avoir un plus gros taux d'occupation au sol par rapport à d'autres bâtiments. Puis parce qu'ils sont justement construits de manière, soit minergie, ils sont durables, donc au niveau de la qualité justement du bâtiment. Voilà, c'est de la qualité aussi du bâtiment. C'est ça. Merci bien. On va maintenant passer au